C'est ça que t'as fait, hein? Jessica, j'ose plus parler. Mais c'est ça, là, Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle. Mais là, je reviens d'une retraite de méditation et de silence. Je reviens tout juste hier soir, je suis arrivée. On a une Amélie silencieuse, zen, et j'avais pas envie de recommencer à parler. C'est ça que tu me disais? La culture du silence, on t'a retrouvé quelque chose de toi dans le silence, Il y a quelque chose de totalement libérateur dans le silence. Je vous le dis, essayez ça à la maison une journée dans la semaine que vous n'avez pas à sortir parce que c'est un petit peu étrange si vous êtes dans la vie normale de tous les jours de ne pas parler. Mais restez à la maison et parlez pas. C'est libérateur, tu disais. Si vous avez besoin de parler à vos enfants ou à votre mari, faites juste l'écrire sur une feuille. Oh, wow! Si mes chiens pouvaient faire ça. Moi, mes enfants, il n'y a pas de trouble. C'est mes chiens, il y a des chevreuils partout là, autour. Là, j'aimerais ça qu'ils chuchotent de ces temps-là. Oh, le silence, hein? Quelle richesse! Méditation, silence, on se déconnecte de nos téléphones, de la télévision, mais seulement après TV Laval. Ben oui, faut pas manquer ça, là. Bonne émission à tous! Bonne émission! Cri du cœur du personnel de soutien scolaire. Les présidents du syndicat lavallois des employés de soutien scolaire, Yves Brouillette, et de la Fédération Éric Pronovo réclament un réinvestissement complet des sommes qui ont été coupées dans le domaine de l'éducation au cours des dernières années, soit 1,2 milliard de dollars. Dans le cadre d'une tournée à travers le Québec amorcée en Beauce au début du mois, les membres de l'exécutif étaient de passage à Laval le 24 avril pour faire part de ses préoccupations et pour rencontrer les médias. Les deux leaders syndicaux ont dressé un portrait sombre de la situation du personnel de soutien scolaire à Laval. Le syndicat lavallois représente 4 800 membres à la commission scolaire de Laval dans 47 corps d'emploi. La précarité est également un sujet de préoccupation chez le personnel de soutien scolaire. Plusieurs travailleurs confinés à des emplois de statut précaire se voient dans l'obligation de compléter le budget en ayant recours à un deuxième emploi. Messieurs Brouillette et Pronovo déplorent également les mesures d'austérité des dernières années qui ont eu des impacts importants sur les services aux élèves dans les écoles de la commission scolaire de Laval. À Laval, nous avons été privés de 55 millions, affirme M. Brouillette. Il y a un manque de personnel de soutien dans plusieurs secteurs. De nombreux élèves ne reçoivent pas les services directs auxquels ils ont droit. Même s'il y a eu un certain ajout de ressources de la part du ministère de la Commission scolaire de Laval, ce n'est pas assez. Nous enregistrons une augmentation de plus de 1000 élèves par année. Il y a de plus en plus d'élèves aux prises avec le TDAH. Les besoins s'ajoutent et dépassent largement l'aide apportée par les nouvelles ressources. Notre commission scolaire n'a donc jamais réussi à retrouver le rythme de croisière qu'elle avait avant l'imposition des coupes, a souligné M. Brouillette. Ouvrez grand vos oreilles pour la chronique financière aujourd'hui parce que ça fera pas de tort à personne. Non, Monica Choukassi nous donne un cours de épargne 101. Mesdames et messieurs. On a besoin de toi. S'il vous plaît, oui, on a besoin de toi. Et ça peut être dans des petits détails de ce que je vois, de ce que tu as préparé. On n'a pas besoin de mettre 1000 pièces par mois de côté. Tu peux avoir un petit geste puis pour pouvoir réaliser des grands projets. Alors, ici, tu vois, j'ai un tableau où on voit justement que si au lieu de dépenser ton fameux 5 $ pour ton Starbucks ou ton fameux café ou ton café beigne. On se dit tout le temps en plus que c'est pas grave, fait qu'on n'a pas de gêne. C'est ça. C'est tellement subtil. 5 $ en plus, maintenant, tu fais juste passer ta petite carte puis tu t'en rends même pas compte. Exactement, c'est fait exprès pour ça, je pense. C'est très mignon. Et c'est tous les jours. Les gens, c'est une religion. Alors, imagine que tu as, je sais pas, 20 ans, 25 ans, 30 ans et que pendant 30 ans, au lieu de dépenser ton 5 $, tu t'amènes un pot de café. Exactement, ça revient vraiment moins cher. Là. Ah oui, après 30 ans, on va avoir économisé un beau 88 471 $. Oh my God, mais pour ça, du café. Mais ça, c'est pas juste l'économie, c'est les intérêts qui ont été générés, donc c'est... Mais Monica, dans la vie concrète, tu suggères de faire quoi? De vraiment de prendre le 5 $ ou de retirer l'argent pour la semaine, de retirer un 20 $ puis là, on le met Bien, c'est de sûr côté que dans moi, j'ai notre des banque. clients qui écrivent tout ce qu'ils dépensent. À un moment donné, c'est comme, oh mon Dieu, je viens de dépenser 25 $ pour ça. Mais si tu calcules ton café, alors si tu calcules tous les intérêts qui ont été générés par ça, ça commence à être impressionnant. La même chose, tu manges à la cantine, au McDo, au Tim Hortons, tu dépenses un petit 10 $. C'est anodin, sans conséquence. Mais tu dépenses ta santé aussi, on va se le dire. Même si tu manges bien, tu peux te donner la peine de prendre quelques minutes puis te préparer quelque chose de
de sain et d'économique. Exact. Et à ce moment-là, ton petit 10 va t'avoir fait économiser avec intérêt, générer un 176 141. Ça, c'est en une trentaine d'années, assez épeurant. Mais là, tu dis, moi, là, je vais vraiment faire les choses sérieusement. Souvent, les gens qui ont des familles, là, ils pensent comme ça. Ils vont se préparer leur café, leur lunch. Là, on parle de 15 par jour. Eh bien, on va avoir économisé et ramassé plus d'250 000 de dollars. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu fais les lunchs de tes oui, enfants certainement. toujours? Oui, Okay. en tout temps, parce que même si on pense manger santé, ça, c'est un autre sujet, mais même si on pense manger santé, il y a toujours des petits agents de conservation qui sont pas trop le fun. Moi, j'aime bien ça. Non seulement c'est économique, en plus, c'est meilleur pour la santé. Puis c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ce sera pas si grave que ça. Mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on se rend compte à quel point ça représente beaucoup d'argent. On le voit dans ton tableau. Parce que cet argent-là, tu le prends le jour de ta paye, tu as un montant qui sort de ton compte, fait que tu t'en rends pas compte. Puis là, bien, je génère des intérêts. Si on prend ce quart de million-là, souvent, j'avais déjà donné l'exemple d'une maman qui a dit, moi, je veux pas que ma fille se retrouve comme moi dans une situation fragile. Puis elle avait 10 ans. Elle me dit, bon, mettons, pendant 55 ans, là, je mets 25 $ par mois, mais tout le temps, là, je reste avec ce même montant-là. La constance. Bien, on avait économisé $250 000 à 65 ans, mais de ses poches, elle avait mis seulement 32 500. Le reste, c'est tous des intérêts. Alors, parce que nous, quand on est jeune, là, on se dit, tu sais, mettons, moi, dans 30 ans, là, tu sais, je vais commencer l'année prochaine, la semaine prochaine, lundi matin. On commence à 40 ans, puis on n'a rien fait. Ben, tu sais, c'est ça, la Non, mais c'est parce que des fois, chaque année qu'on attend, c'est des milliers de dollars, c'est un multiplicateur. Alors, c'est sûr que si, moi, j'avais dit à un moment donné à mon fils, il dit, oh, mais là, je veux rembourser un petit peu ma marge, je vais attendre dans un an. Bien, le fait d'attendre dans un an, au lieu de mettre son 100 $ par mois, il attendait un an, donc 1 200 $. Bien sûr, à 65 ans, c'était 20 000 $ de moins qu'il y avait. Fait qu'il me dit, oh mon Dieu, où est-ce que je signe? Je pèse fort, 3 copies, merci beaucoup, bonjour. Mais en plus, quand on est jeune, profitez-en, les jeunes. Vous habitez chez vos parents, et ça fait pas de grosses dépenses. Oui, ils sont là longtemps. Alors, c'est quoi de mettre 10 $ par semaine, 20 $ par semaine? Vraiment, c'est des miettes. Le temps est le meilleur ami de l'argent parce que, dans le fond, c'est des intérêts qui vont se générer par eux-mêmes. Tu n'as rien fait. Moi, je dis c'est la théorie de la belle au bois dormant. Faire de l'argent dormant. Mon Dieu, quel wow! Ah, ça, on aime ça. Du rêve, là. On aime ça. On aime ça. Ça, on place ça dans quoi? On met ça dans un CELI? Bon, en premier, la chose qui est importante, c'est de faire un profil d'investisseur. Donc, un profil d'investisseur, c'est 7 questions à peu près, 7-8 questions qui évaluent quel est le type d'investissement que vous allez faire, quelle est la portion sécuritaire versus la portion action. Donc, la portion sécuritaire, ça va être des obligations d'épargne, des certificats de placement garantis. Donc, c'est des produits qui sont générés par les villes, les provinces, les pays. Et le capital est garanti, donc le montant que vous mettez est garanti, mais la quantité d'intérêt est vraiment très faible. Ça peut être 0,5%, 1%, 1,5%. Donc, on risque moins, mais on fait moins de profit. C'est normal. Ça va les gens plus insécures. Et là, naturellement, ça vous prend une locomotive pour générer des intérêts. Donc là, il va y avoir un ensemble d'entreprises, des actions. Alors, des aspects des actions, naturellement, il y a différents niveaux d'entreprises, mais ça peut être des actions, exemple, de Bell Canada, de banques. Donc, c'est des actions à ce moment-là. Qui sont un peu plus des coups sûrs? Bien, je veux dire, c'est parce que normalement, c'est comme un buffet. Un fonds, il n'y a pas pour rien qu'il y a un S, c'est parce que c'est un ensemble d'entreprises. Vous avez une pointe de tarte du morceau. Une action, je ne sais pas moi, de Bell Canada, de BCE, c'est à peu près 250, 300 $. Bien, si tu as 500 pièces, c'est sûr que tu as une action et un petit morceau. Donc, à ce moment-là, l'important, c'est d'avoir, dans le fond, une pointe de tarte de différentes choses, comme un buffet d'actions à ce moment-là. Et vous avez des équipes de spécialistes qui vont gérer tout ce buffet Vaut mieux d'action. S'entourer dans ces cas-là. Oh oui, parce c'est que pas moi, je me verrais pas commencer à ouvrir l'ordinateur, à investir ici de toute façon, et là. pour quelqu'un en bas de 100 000, on commence pas à jouer. Parce que dans le profil d'investisseur, justement, ils vont vous poser des questions. Ils vont dire, bon, mais quel est votre revenu? Quel âge avez-vous? Combien de temps vous allez laisser l'argent? On risque pas de l'argent qu'on laisse seulement un an. En tout cas, peu importe qu'est-ce qu'on fait, il faut prendre action. Hein? Oui, parlant d'action, il faut prendre action puis économiser tout de suite. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Monica. Merci, ça me fait plaisir.
Près de 30 000 foyers recevront leur bac brun. Ce printemps marquera le prolongement de la collecte à 3 voies auprès de 27 500 nouveaux foyers lavallois. Il s'agit de la première des 2 phases de déploiement annoncées pour 2018, l'autre étant prévue à la fin de l'été avec l'ajout de 18 600 portes additionnelles. Ces quelques 46 000 nouveaux logements porteront à 84 000 le nombre de ménages touchés par la collecte des matières organiques. Dès la fin du mois d'avril, la trousse et le matériel lié à la collecte seront livrés aux ménages. La trousse contient un journal plan de match qui tient de guide de collecte de matières organiques, une affichette et un autocollant, alors qu'un mini-bac pour le comptoir de cuisine et un bac roulant brun complètent l'équipement. Au cours des semaines suivant leur livraison, la Brigade verte du service de l'environnement et de l'éco-citoyenneté fera du porte-à-porte dans les nouveaux secteurs desservis pour compléter les informations et répondre aux questions. Cela représente une moyenne par foyer de plus de 200 kg de matière putrescible et résidus verts détournés des sites d'enfouissement et transformés en compost. Enfin, la planification municipale qui visait à couvrir dès 2020 les 130 000 bâtiments de 7 logements et moins sur le territoire lavallois est devancée de 12 mois, a fait savoir le maire Marc Demers dans un communiqué publié le 5 avril. Nous avons l'honneur de recevoir à l'émission une danseuse de ballet de très grand niveau. Et j'ai nommé Natalia Korotkova. J'ai bien prononcé votre nom. Bonjour, danseuse de ballet professionnelle dans le ballet La vie d'Édith Piaf, dont on va parler justement aujourd'hui, directrice de ballet qui vient de Moldavie. Et on reçoit Eddie Toussaint, qui est un habitué de l'émission, Monsieur Toussaint, fondateur du ballet Eddie Toussaint. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour, et on est content. Donc là, il va falloir parler un petit peu plus lentement parce que c'est vrai. Vous venez d'apprendre le français. Félicitations, oui, on est vraiment contents. C'est le fun. C'est pas une langue facile non plus. Oui, Comment vous avez trouvé ça, apprendre le français? Oh, difficile. Oui! Plus difficile que de danser le ballet. Je sais, oui. Donc, en fait, vous êtes ici pour nous parler de la vie d'Édith Piaf, le ballet qui sera présenté. En fait, vous venez d'avoir les dates. 15, 16 et 17 février 2019. D'accord. Et en fait, pourquoi Édith Piaf? D'accord. Premièrement, Édith Piaf, je pense que c'est un phénomène artistique, culturel qui rejoint presque tous les pays au monde, pour être franc. De sa Moldavie, elle savait qui était Édith Piaf. Tout le monde connaît Édith Piaf. Mais moi, je suis ici pour vous présenter cette chère dame parce que vous savez, le ballet, comme j'ai dit la dernière fois, a beaucoup changé au Québec. Hein? Et d'avoir quelqu'un comme ça, qui a été formé selon la méthode qu'on utilise chez nous, dans nos studios, juste là sur la rue Saint-Martin, c'est un grand honneur. Et je veux et je vais faire que le Québec soit au courant qu'on a la chance d'avoir des gens comme Natalia qui sont ici et qui peuvent beaucoup apporter à nos enfants, surtout au niveau de la formation, et aussi, puisqu'elle est encore jeune et belle, qui peut danser des rôles très importants, parce qu'un corps formé pour danser du ballet, ça n'a pas de prix. Et je tiens encore à remercier qu'elle soit là, parce qu'elle enseigne dans notre école, et aussi, elle va danser, elle va performer, comme on dit, le 15, 16 et 17 dans le rôle d'Édith Piaf. Et la dernière fois, vous nous aviez dit que la carrière de danseuse, ça peut durer quand même plusieurs années. On a l'impression que c'est fini à 30 ans. Non, mais non. Vous-même, vous en dansez encore. Ah oui, jusqu'à vous présent. dansez? Jusqu'à présent. Oh, Mais j'enseigne. Wow, vous enseignez Je vais plus aussi. sur la OK. scène, mais j'enseigne. Le corps, à 72 ans, il tient bien le coup. 72 Vous avez l'air d'une Oui. petite Ça donne le goût de jeunesse. danser, en tout cas, oui, vraiment. Et- Ces dames me font plaisir. Mais d'ailleurs, c'est pour les enfants qui veulent commencer à danser, c'est une bonne façon de commencer avec le ballet. L'âge. Ça Quel serait âge? comme la discipline de base. 4 ans et demi, on le prix de ballet. Hein? Et ensuite, vers 7 ans, 8 ans, on commence vraiment à mettre la méthode. Mais on va parler de madame maintenant. Parlons de madame. À quel âge vous avez commencé, vous? Ouais, j'ai commencé à 10 ans professionnel. Wow, 10 ans professionnelle. Hein? Oui, j'ai entré à l'école de chorégraphie de Moldavie. OK. J'ai étudié pendant 8 ans et après j'ai dansé presque 23 ans. Wow! Et oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a fait amorcer, qu'est-ce qui vous a fait débuter le ballet en tout premier quand vous étiez tout jeune?
C'était l'influence d'un parent? Est-ce que c'est votre mère? Non, j'ai dansé dans le studio. Oui, d'accord. Et la professeure m'a dit que je suis vraiment bon. Elle avait remarqué déjà votre potentiel. Oui. Ça se voit très jeune, alors. Et il m'a dit que je peux faire la carrière de ballerine. Mais c'est une carrière très exigeante. Il faut avoir une tête dure pour faire ça. Il faut être très discipliné, il faut avoir de l'ambition. C'est très, très difficile, oui. Combien d'heures par semaine vous pouvez vous entraîner? Chaque jour, ça dans 5-6 heures, oui, c'est ça. Oui? Et ça prend une rigueur aussi au niveau de l'alimentation, j'imagine. On peut pas se laisser aller. Et ça dépend. Ça On peut pas boire. Ça On va savoir des secrets. Jusqu'à 30 ans, Il n'y a pas de pas problème. de problème. Pas de problème. Parce que beaucoup d'efforts physiques et tu perds beaucoup de poids. Et c'est pourquoi tu manges beaucoup. Donc, les danseuses demeurent un petit peu par défaut minces. C'est pas nécessairement les danseuses doivent être minces. Non, je ne pense pas que c'est une fausse conception. Hein, tu seras C'est d'accord. intéressant, ça, oui. C'est que l'exercice physique que la danseuse ou le danseur de ballet produit dans une journée mange beaucoup de calories. Les danseurs mangent énormément. L'image qu'on a de l'anorexique personne, non. On a l'impression qu'elles doivent peser une plume. Non, ça c'est l'art du métier, ça c'est autre chose. Ah, c'est parce que c'est elle qui flotte. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur pointe pour les femmes, pour avoir l'air plus éthéré et tout ça. Mais c'est une fausse conception. Et pour Le danseur mange, absolument. Le danseur mange, j'espère bien. Vous avez l'air en parfaite santé, Natalia. Alors, Puis combien ça prend de temps avant d'être capable d'être justement sur les pointes? Parce que je voyais là, dans certains films que, tu sais, c'est quand même assez fastidieux, là, la démarche, là, avant d'être capable de tenir sur les pointes. Quel âge, tu dirais? À quel âge vous avez été capable de faire les pointes, vous? Après 1 an, peut-être. Ah oui? Oui. OK. et vos pieds vont bien? Tout se passe bien? Ou... Oui, très bien. mais ils sont habitués. Quand tu commences, quand tu études, c'est très difficile. Oui, Mais exactement. beaucoup de sang sur les doigts, mais après... On revient encore à ce que tu disais, ça prend une tête de cochon pour... Vraiment? Une tête dure. Oui. Oui, on Solide. dit ça aux Québécois. Vous allez voir, vous allez l'entendre souvent. Mais Natalia, pour revenir à Edith Piaf, comment c'est arrivé dans votre vie, ce ballet? Eh bien, je vais commencer à continuer. C'est que quand j'ai rencontré Natalia, j'ai vu que c'était une danseuse mature. Et c'est extrêmement important. Dans le ballet, il y a différentes étapes de la vie d'Edith Piaf. Au début, son premier mari, qui est un échec. Ensuite, l'amour de sa vie qui a explosé dans un avion. Et en dernier, un de nos grands chanteurs que personne ne sait. Mais moi, je le sais parce que j'étais très près de Claude. Elle a connu très près Claude Léveillé. Ah? Vous comprenez? Wow. Et Claude, avant de mourir, m'a dit « Tu peux le dire maintenant. C'est l'un des derniers amants d'Edith Piaf. Claude Léveillé, qui m'a donné beaucoup de musique pour chorégraphier et tout ça dans le temps. Mais Natalia représente, n'est-ce pas, ce corps parfait, entraîné, qui a dansé presque tout le répertoire classique, mais qui peut danser maintenant sur de la musique d'aujourd'hui et garder les éléments essentiels du ballet. C'est pour ça que je suis fou de joie. Je me suis même mis à genoux pour la remercier, parce que pour un chorégraphe d'avoir cette chance d'un corps qui a dansé les plus grandes productions de ballet classique, mais transformé aujourd'hui dans la musique populaire. C'est tout le temps qu'on avait, mais c'est une bonne façon de démocratiser le ballet. Voilà. En plus, c'est ça qui est formidable, parce qu'on pense souvent que c'est réservé Les à dates l'élite. encore? 15, 16, 17 février. Voilà. Bon spectacle, on est Bon content de spectacle, vous avoir merci. réussi. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Création littéraire et de médiation. Pour une 3e année consécutive, les bibliothèques de Laval, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, lancent un appel de candidature pour un projet de création littéraire et de médiation dans le cadre du programme Le métier d'écrivain.
Cette année, l'invitation est lancée à une ou un auteur québécois de bande dessinée qui sera invité à poursuivre son travail de création en bibliothèque en vue d'une future publication. Les bibliothèques de Laval souhaitent ainsi contribuer au rayonnement du 9e art auprès des adultes et des jeunes. Ces derniers auront la chance d'être sensibilisés à la création d'une BD grâce à l'enseignement d'un BDiste reconnu qui concevra et animera des rencontres pour les jeunes dans les bibliothèques et auprès d'organismes lavallois. Assortie d'un cachet de 10 000 $, la résidence se déroulera du 26 juin au 24 août 2018 dans les bibliothèques Gabriel Roy et Philippe Panton à raison de 25 heures par semaine. Les candidats intéressés doivent habiter au Québec, être spécifiquement auteurs de bande dessinée, avoir publié au minimum une BD auprès d'un éditeur québécois reconnu et avoir une expérience avec le grand public et les jeunes. La date limite de réception des candidatures est le vendredi 11 mai 2018 à 17 h. Le dossier doit être expédié par courriel à Mathieu Tremblay, bibliothécaire média à l'adresse mathi.tremblay@laval.ca. Il doit comprendre un curriculum vitae, un résumé du projet de création et un aperçu d'une animation type qui serait offerte aux participants lors du projet. Pour obtenir davantage de détails, une description complète de l'appel de candidature est aussi disponible en ligne sur le site laval.ca. Au Québec, on a plein de talents. À Laval, on a aussi plein de talents. Puis là, aujourd'hui, on reçoit deux personnes vraiment le fun pour parler de l'initiative qui a été mise en place. C'est la 2e édition. C'est Made in Laval. Donc, on a avec nous M. Carl-Éric et Donald O'Brien. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. Salut. C'est bilingue, cette histoire-là. Ben oui, c'est fabriqué à /Made in Laval. Udon O'Brien. Fait que Et c'est voilà. Complètement bilingue. Tout le Donc, monde on est parle content. de cinéma, littérature et musique aussi. Exactement. Exact. Parce que toi, tu es musicien, tu es bassiste. Exactement. Dans le Bassiste groupe du groupe Navire. Navire, exact. Qui a fait 7-8 albums? Non, seulement 2. 2. Et tu disais que c'était indie rock. Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous inscrire? J'osais pas dire le mot concours tout à l'heure, mais c'est un concours, n'est-ce pas? C'est plus une initiative, tu sais, OK. pour... dans le fond, la genèse là, de la collection Made in Laval, fabriquée à Laval, ça vient de la Centrale des artistes, qui est un organisme à but non lucratif basé à Laval, là, qui existe depuis maintenant 10 ans. L'idée vient d'un artiste avec qui on travaillait beaucoup, qui s'appelle Marc Gravel, qui avait approché Patricia Lopréno, qui est la directrice générale là-bas à l'époque, et puis il avait dit « Coudonc, c'est bien difficile d'avoir mes disques dans les bibliothèques, parce que Marc est musicien, entre autres. » Puis ça avait germé l'idée, à partir de là, de faire une association avec les réseaux des bibliothèques de Laval, de dire « Coudonc, peux-tu encourager nos artistes lavallois puis les mettre dans les bibliothèques? » Ça va de soi, on dirait. C'est juste ça. logique. Fait en soi, c'est pas exactement un concours, c'est une collection. C'est sûr qu'il y a une sélection qui est faite, mais c'est pas comme... Il n'y a pas vraiment un gagnant en soi. Je pense que toutes les œuvres qui se retrouvent en bibliothèque sont gagnantes d'une certaine manière. Oui, parce que ça offre une belle visibilité, là. Vraiment. Mais toutes les œuvres se retrouvent en bibliothèque. Ou c'est ça que j'ai pas Ben, compris. il y a quand même une sélection qui est faite dans le sens qu'en 2016 comme en 2018, un jury, dans le fond, d'acteurs culturels du milieu lavallois sont réunis avec toutes les œuvres reçues. En 2017, c'était 2016, pardon. En 2018, c'était 10 œuvres qui étaient choisies. C'est pas un concours en sens que c'est juste une sélection un peu à un moment donné de faire un rassemblement d'œuvres qui soit raccord, qui soit la meilleure qualité possible, parce qu'on va pas non plus mettre tout en bibliothèque, tu sais, il y a quand même un standard de qualité qui est fait. Mais c'est pas un concours dans le sens qu'il n'y a pas de prix à gagner nécessairement, là. Il y a cependant le prix coup de cœur du jury. Oui, exactement, oui, c'est ça. Que cette année a été remporté par Mélanie Janard. Voilà. Qui, elle, avait fait quoi? Elle a fait un recueil de poésie qui s'appelle Calamine, qui est un très beau recueil, que c'est dommage, je n'ai pas ici, mais avec une belle petite souris dessus. Et puis, c'est une poésie qui est très drôle, très grinçante aussi. Jessica est une experte de son œuvre. Ben, je suis allée voir, là, elle a comme un vlog là, sur YouTube, là, fait qu'elle est autant capable de s'exprimer à l'écrit que pour faire des petites vidéos. C'est belle fun. Toi, tu fais-tu des vidéos? Comment tu fais pour avoir de l'exposure avec Navire, justement? Ben, on fait des spectacles, on s'inscrit à des concours, à des festivals, on joue le plus souvent possible. Puis là, ça faisait longtemps que je connaissais Patricia Lopréno puis la Centrale des artistes.
parce que je suis natif de Laval, évidemment. Je l'ai connu même avant, je dirais, son projet, la Centrale des artistes. Donc, depuis tout ce temps, on se tient au courant de ses initiatives. Puis, voilà, on en profite pour essayer de se rendre au public. Et est-ce que tu profites justement de la visibilité qu'offre la toile, l'Internet? Des Internets, hein? Ça oui, c'est sûr, évidemment. On va poster des vidéos, on va faire des sessions live, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est partout. Vous êtes un peu partout, finalement. On est sur Spotify, mais on est aussi dans les bibliothèques. Mais ça, c'est le fun. Mais le seul critère, c'est d'être natif de Laval ou de demeurer à Laval. C'est ça, exactement. C'est soit de venir de Laval ou d'habiter à Laval. Donc. Et bon, ça peut être en visuel, ça peut être un film. En fait, là, on a des focus sur 3 disciplines, dans le fond, qui est la littérature, cinéma et musique. Puis la raison pour laquelle on focus sur ces 3 disciplines-là, c'est parce que le projet est fait conjointement avec les bibliothèques. Puis bon, c'est sûr qu'éventuellement, on pourrait penser à quelque chose où est-ce qu'on pourrait afficher de l'art visuel ou faire des performances en bibliothèque. Mais autant les films que les livres, que les disques sont facilement empruntables à la bibliothèque, puis on peut les mettre dans les rayons plus facilement. Donc, c'est pour ça que ces 3 disciplines-là ont été choisies. Est-ce qu'on peut faire le tour de, mettons, tous les critères de sélection pour, en vue peut-être, s'il y a des gens qui nous écoutent à la maison qui disent « Hey, moi aussi, j'aimerais ça, qu'on puisse évaluer mon projet. » C'est quoi les critères d'admission? Il y a, d'habiter à Laval ou de venir de Laval, mais Exactement. Pour que son œuvre soit sélectionnée, c'est D'avoir un minimum de standards de qualité, mais encore... C'est ça. Il y a l'aspect Laval. Après ça, il y a est-ce qu'on peut mettre ça en bibliothèque, dans le sens que, tu sais, comme je disais, livre, disque ou film. Sinon, après ça, il y a toute la grille d'évaluation du jury qui est basée sur l'originalité de l'œuvre. Il y a à quel point ça va être bénéfique pour l'artiste, puis la qualité générale de l'œuvre, dans le fond. Donc, c'est ça qui sont les standards. Puis on fait un appel, nous, à la Centrale des artistes, sur nos réseaux sociaux, sur notre site web. C'est un projet qui est là à chaque 2 ans. Donc, à chaque 2 ans, on fait l'appel. Il faut rester à l'affût puis nous envoyer vos affaires. Puis aussi, si on va aller voir, là, c'est bien intéressant. Je ne sais pas si tu es allé sur le site Internet, lacentraldesartistes.com, mais c'est là qu'on peut découvrir toutes les sélections qui ont été faites aussi. Exactement. Donc, tu sais, même si on se fait écouter aussi sur Internet, donc même les gens qui n'ont pas nécessairement accès à la bibliothèque de Laval, bien, on peut vous retrouver sur ce site Internet-là facilement. Exactement. Exactement. Mais si on veut avoir les gens qui nous écoutent, qui veulent faire partie de cet univers-là en bibliothèque, on fait juste se présenter à la bibliothèque puis on s'informe. Est-ce que comme une section avec tous les artistes choisis, comment ça fonctionne? Par le passé, on avait fait une grosse roue en bibliothèque où est-ce qu'il y avait toutes les œuvres. C'est comme une grosse roue de bois. Cette année, c'était pas... en tout cas, ça a changé un peu parce que ça prenait de la place. Il paraît-il que les enfants jouaient beaucoup avec les roues. Oui. C'était fatigant. Fait que maintenant, le display, tu sais, sont tous identifiés, puis c'est plus... ils sont tous identifiés comme étant Made in Laval, mais c'est plus discret comme truc pour laisser aux gens la quiétude pour pouvoir lire leur... Allez-y, informez-vous, puis allez découvrir ça. C'est dans 6 bibliothèques. Je vais essayer de le faire par cœur. Donc, Émile Nelligan, Gabriel Roy, Germaine Guévremont, Laure Conan, la multiculturelle et Sylvain Garneau. Félicitations! Oui, félicitations, c'est le fun. Belle initiative. Belle initiative et merci Carl-Éric, merci Donald, et allez acheter les albums de Navire. Ou les emprunter gratuitement. Ou les emprunter gratuitement, t'aimes bien mieux ça, hein? Les deux, c'est parfait. L'important, c'est de se rendre au public. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Laval réclame l'aide financière des gouvernements. La Ville de Laval demande aux 2 paliers de gouvernement d'investir à la hauteur de 33 % chacun dans la construction du complexe aquatique et réclame aussi de Québec de défrayer 50 % des coûts de la future piste d'athlétisme. Le complexe aquatique, dont la construction est prévue pour le mois d'août, devrait accueillir à l'été 2020 les Jeux du Québec. Laval devra attendre quelques mois avant d'obtenir la réponse. On s'attend à recevoir un montant d'argent de la part de Québec et d'Ottawa, indiquent les conseillers municipaux David de Cotis et Nicolas Borne. Les gouvernements ont remis des subventions pour la Place Belle, mais aussi pour les prochains Jeux de cet été à Thetford Mines. On s'attend aux mêmes démarches.
Une demande officielle est actuellement en préparation et sera acheminée sous peu. Il s'agira d'un montage financier dans le cadre du fonds Chantier Canada. Les deux politiciens sont d'avis que le contexte est favorable. Il faut rappeler que les élections provinciales approchent aussi à grands pas. Ils aimeraient avoir une réponse avant le scrutin du 1er octobre. Et si les gouvernements devaient faire la sourde oreille, nous avons l'argent pour ce projet de 60 millions, assure David de Cotis, responsable des sports à Laval. Le chantier débutera sous peu. On ne dépassera pas le budget. Il n'y aura pas d'inquiétude. Ça touche plus d'un Québécois sur 14. Depuis sa fondation, la Marche du Rhin a ramassé plus de 110 millions pour cette cause. On a avec nous Mme Nadine Gagnon, porte-parole pour la marche qui aura lieu le 26 mai. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, merci. Donc, ça aura lieu le 26 mai. Les inscriptions sont commencées déjà. Oui. Donc, on peut s'inscrire en ligne à la marchedurhin.ca. Et ce qui est particulier, je crois que la marche va avoir lieu dans tout le pays en même temps. Non, c'est pas comme ça. Dans plusieurs villes au Québec. OK, c'est Oui. au Québec. C'est au Québec, mais pas tous à la même journée. Donc, il faut regarder. Je croyais que c'était toute la même journée. Non. Donc, moi, j'aimerais... Tu sais, c'est vraiment un sujet qu'on n'entend pas tant parler que ça. Tu sais, à la télévision, on entend beaucoup le cancer du sein, on est sensibilisé à la sclérose en plaques, mais pour les maladies d'insuffisance rénale, on n'en entend pas beaucoup parler. Ça se traduit par quoi? C'est quoi le quotidien de quelqu'un qui est affecté par ces maladies-là? Bien, ça commence par une insuffisance rénale. On peut vivre quand même avec on peut aller jusqu'à 20 de fonction rénale OK. avant de tomber en dialyse ou d'aller vers la greffe. C'est quoi ça, la dialyse? La dialyse, il y a deux formes de dialyse. Il y a OK. l'hémodialyse qui se fait à l'hôpital 3 fois par semaine. OK. Il y en a que c'est 4 heures de temps, donc c'est 3 heures. Donc, C'est une vie, là. C'est ta vie, là. Tu fais juste ça. Oui, tu fais que ça. Puis les rendez-vous, on les choisit pas à ce moment-là, ils nous donnent. Il n'y a rien d'agréable non plus là-dedans. Non. Alors, quand tu es rendu à la dialyse, tu n'as plus vraiment de qualité de vie. Il n'y en a plus du tout. Moi, j'ai fait la dialyse péritonéale qui est à la maison. À tous les jours, je faisais 3 échanges par jour. Mais on n'a plus de qualité de vie, on n'a même plus d'énergie. Mais je me demandais justement, Nadine, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée à la cause? Je me disais, est-ce que vous avez été touchée directement? Donc, vous aviez vous-même l'insuffisance rénale? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes guérie? Bien, non, je ne suis pas guérie. On ne guérit pas d'une insuffisance rénale terminale. Moi, je suis greffée. J'ai reçu un rein de mon mari. C'est la seule solution à part la dialyse, c'est une greffe de rein. C'est une greffe de rein. C'est la meilleure qualité de vie qu'on peut avoir. Donc là, vous avez chacun un rein. Oui, c'est ça. Wow, quel beau geste. C'est vraiment touchant. Oui. Hein? C'est là que ça nous montre qu'il faut vraiment signer la carte en arrière parce que c'est vraiment des vraies personnes qui reçoivent ça. Tu sais, c'est comme un peu abstrait quand ça nous touche pas directement. Mais là, de savoir, ça fait combien de temps que la greffe a été faite? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais. Mais là, c'est fascinant. Il pouvait vous donner son rein. Oui. Vous étiez compatibles. Oui, on était compatibles. C'était comme un miracle. Ben oui. Toute une coïncidence. Oui, c'est ça. Et à partir du moment que vous avez la greffe, c'est pas certain que tout va bien, la vie est belle. Non, c'est ça, c'est au jour le jour. On peut faire un rejet. S'il n'est pas pris à temps, le rejet, bien là, on retourne sur la dialyse. Mais c'est combien de temps que tu as pour savoir si ça a marché ou pas? Bien, comme moi, quand il y a eu la greffe, ça a fonctionné tout de suite. Ah, OK. Des fois, félicitations. Oui. Wow. Donc, plus de dialyse. Plus de dialyse. C'est comme une renaissance. Oui. Ah oui. C'est de l'énergie. Le lendemain, j'étais complètement différente. Ah oui, hein? Oui. Parce que moi, j'ai une amie que son petit garçon est né avec un rein en moins. Donc, déjà là, tu sais, bon, ça commence On part à comme moins 10. ça. Exactement. Mais lui, il va pas faire de la dialyse. Tu peux très bien vivre, comme vous le dites, à un rein. Oui. Puis c'est la même qualité de vie que si tu en avais 2. Oui, tu sais, c'est ça. Tu t'en rends pas vraiment compte, là. Pour mon mari, ça n'a rien changé. Il y a un rein, mais ça n'a pas changé sa qualité de vie. Ah oui, hein? Mais c'est ça, je comprends pas. Je me dis, pourquoi la nature nous a donné 2 reins si un, ça suffit? Je veux dire, vous voyez aucune différence, le fait que vous avez seulement un rein. Tout va bien, tout fonctionne particulièrement bien. Bien, c'est ça. La seule différence que j'ai, c'est que j'ai des médicaments à prendre pour éviter le rejet. Ah, OK. Ça, c'est quotidiennement? Quotidiennement, oui. OK. Mais là, on s'entend que à côté de la dialyse, c'est absolument rien. Là, C'est là. exactement. Donc, Et vous avez vécu comme ça pendant combien de temps à faire la dialyse? C'était 3 fois par semaine? Non, c'était à tous les jours, la péritonéale, oui. Puis c'était 3 échanges par jour. Mais je l'ai fait pendant 8 mois.
le temps d'accepter le rein de mon mari, parce qu'au départ, je voulais pas. OK. On a toujours comme la crainte, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas gaspiller ton rein ou... OK. C'est ça. C'est dur d'accepter. Mais c'est quoi les maladies? Est-ce qu'on dit tout simplement souffrir d'insuffisance rénale ou il y a différentes maladies qui touchent le rein? Il y a différentes maladies. Je les connais pas tous, mais moi, j'ai une glomérulonéphrite membraneuse. Donc, c'est une maladie auto-immune. Mon corps a décidé de détruire les filtres de mes reins. Oh, OK. Donc, c'est pour ça que je suis tombée en insuffisance rénale. Wow, OK. Et là, vous êtes capable de vivre une vie complètement normale. Donc, la marche, c'est pas ça qui vous fait peur pantoute, là? Non, c'est ça. C'est combien de temps, la marche? C'est 5 km. 5 km? Oui. Ça se fait bien quand même? Oui, très bien. C'est très familial, là. Les gens viennent en poussette, avec leur poussette ou... c'est ça, c'est pas le gros rush qui finit en premier, là. Il n'y en a pas de concours, on se calme. On est là pour... marche. Puis on amasse des dons. C'est ça. OK. Puis là, c'est marchedurein.ca pour pouvoir s'inscrire. Comment ça fonctionne? Tu t'inscris, puis là, tu commences à dire ça sur tes réseaux sociaux. Oui. Comment ça fonctionne? Tu bâtis une équipe pour venir marcher? Bien, moi, j'ai une équipe pour la marche, mais sinon, on peut s'inscrire individuel. Puis on amasse des dons, c'est très facile. Les gens sont très touchés par la cause. J'imagine que vous êtes devenu porte-parole après la greffe. Vous vous êtes dit, moi, je veux m'impliquer pour faire une différence. Oui, surtout... Ça fait combien de temps que vous êtes porte-parole? Ah, c'est la première année. Ah, c'est la première année? C'est la Bien, première félicitations! année. C'est votre baptême, dans le fond. Oui. C'est le fun! Mais je veux juste souligner, parce qu'on parle de maladies rénales, puis bon, on se rend jusqu'à la dialyse, la greffe, c'est très grave, mais il y a beaucoup de monde dans la vie quotidienne que leur rein ne file pas bien du tout. Et même, il y en a qui s'en rendent pas compte. Ils ont même d'autres maladies qui sont causées par le fait que les reins ne filtrent pas bien, mais ils savent même pas. Non. Et il faut vraiment faire attention à ces reins. Le sel, hein? C'est la base. Sel, oui. La base de la santé, c'est d'avoir des reins, un foie en santé. Mettons 2 trucs pour faire de la prévention. Bien entretenir ses reins. Moi, je dirais bien manger, rester actif, faire attention au sel, la haute pression, le diabète. C'est 2 causes qui affectent les reins. Manger des fruits, des légumes. Oui. Il y a des bonnes herbes médicinales qui aident les reins à bien filtrer. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Oui, merci beaucoup, Nadine. Merci, Nadine. Donc, si on veut s'inscrire, c'est marchedurein.ca. Oui. Merci. Merci. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. La politique de la mobilité durable, transporter le Québec vers la modernité. C'est notre sujet aujourd'hui avec Rarès Burlacu. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Et j'ai tout de suite une question qui me brûle les lèvres. C'est quoi la mobilité durable? C'est un beau terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est très beau, D'ailleurs, mais qu'est-ce que mobilité, ça ça veut dire se déplacer d'un point à l'autre. C'était pas plus simple que ça. Donc, les personnes et les marchandises qui ont besoin de se déplacer. Ça, c'est pour la partie mobilité de notre expression. En ce qui concerne durable, ça veut dire qu'il faut reconnaître, c'est comme un petit peu le terme a été emprunté depuis l'expression du développement durable. Il faut avouer, accepter que toutes les ressources dont on dispose, y compris dans le monde du transport, sont limitées. Alors, pour cela, il faut faire toutes sortes d'ajustements, des jeux pour épargner la consommation d'énergie, réduction pour de gaz réduire, dans le fond, l'empreinte sur la nature. Sur la nature, sur l'environnement. Politique qui a été discutée par le gouvernement le 17 avril dernier. Oui, je pense que c'était pas une étape majeure pour le gouvernement du Québec à la veille des élections qui nous attend le 1er octobre prochain. Il faut d'abord dire que la politique du transport, il aurait fallu faire quelque chose parce que la précédente a expiré depuis 7 ans. Alors, comme vous le savez, les ministères, ils préparent, tous les ministères, que ce soit au niveau provincial ou au fédéral, ils doivent présenter des plans stratégiques de développement de leur secteur. En ce qui concerne le transport, donc, on continue à élaborer sur des stratégies qui ont pris fin, disons, point de vue bureaucratique, il y a 7 ans. Alors, on est comme entre deux,
en ce moment. Voilà, il aurait fallu faire quelque chose. On est bon pour un bout là, jusqu'en 2030. Donc, on a le plan de match jusqu'en 2030. Plan de match jusqu'à 2030. Il faut dire d'ailleurs que c'est budgété juste pour les prochains 5 ans. Puis là, on va voir au fur et à mesure, ça va être... S'ajuster au fil du temps. C'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Ouais. Je trouve que c'est très encourageant. On voit une volonté du gouvernement à changer exactement, comme on avait dit, l'empreinte sur l'environnement. Mais en lisant la stratégie, en écoutant toutes les analyses qui se font sur ce document, on pourrait constater une chose extrêmement importante et simple en même temps. On ne parle plus d'une politique qui concerne les individus, mais bien le collectif. C'est ce que ça veut dire peut-être même ici le terme libéral, parce que si vous voyez la stratégie in extenso, on parle beaucoup de transport collectif, du monde, du partage, mais de ça, comment, ça répond aux questions que ce soit le REM, aussi. Électrification, exactement. Parce que je me disais justement, ça couvre quoi? C'est pas seulement les transports en commun, et puis est-ce que le plan aussi encourage l'électrification des voitures aux particuliers, là, je parle? Ça, c'est un petit peu plus loin. Donc, pour le moment, comme je vous ai dit, que ce soit le REM dont nous avons discuté, que ce soit, donc, c'est à Montréal, que ce soit le tramway du Québec, que ce soit les politiques qui seront implantées dans les régions du Québec, on priorise le collectif. Donc, d'ici, l'idée d'avoir le mot durable aussi, parce que quand même, on se rend compte qu'il faut tout de suite se donner des cibles pour réduire le gaz à effet de serre, réduire les accidents sur les autoroutes, réduire l'énergie, la consommation du pétrole, etc. Bon, vous voyez, ça se joue entre moins 20% pour toutes sortes de cibles et jusqu'à moins 40% pour la consommation du pétrole qu'on utilise pour les voitures d'ici quelques 5-6 ans. Donc voilà, en termes de réduction, on réduit plutôt les cibles. Il faut dire que c'était une politique élaborée avec des partenaires aussi. Il y avait comme une 25 associations professionnelles qui étaient concernées, qui sont venues avec des propositions. Le gouvernement semble-t-il qu'il a été à l'écoute. Finalement, les gens, grosso modo, à part l'opposition, a accepté, disons, en grande ligne, ce type de politique. Oui, puis moi, je me dis, tu sais, on pense beaucoup au trafic en tant que tel sur la route, tu sais. Oui. Mais pourquoi on ne penserait pas aussi à développer, à encourager les entreprises à développer des postes en télétravail? Me semble que c'est... Moi, en tout cas, ça serait mon rêve de pouvoir effectuer mon travail, rester chez moi, puis là, ben, je peux faire à manger pour mes deux enfants. Exactement. Je peux sortir mes chiens, ils sont pas tout seuls, puis je fais tout mon travail, puis j'ai même pas besoin de me déplacer. Avec tous les moyens, je me dis, pourquoi pas? Oui. Ça correspond parfaitement à la réalité. On dit que, bon, chaque personne doit avoir tout de suite la possibilité de prendre 4 moyens de transport, peu importe où se trouve. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'était l'un des premiers objectifs que la politique se donne, de réduire le temps qu'on passe dans le trafic insoutenable cette fois. Si il y a des cibles. Puis il y a aussi des pertes. Vous savez, on évalue les pertes à quelques milliards de dollars déjà. Il faut voir un petit peu la méthodologie pour y arriver à avoir ce chiffre-là. Ça sort d'où quelles sont effectivement toutes les variables qui sont prises en considération. Mais je pense que c'est un gros pas en avant. Puis comme vous avez dit, là, ça va être le prochain défi d'élaborer sur ce type de politique, télétravail pour mais ça, les je trouve employés. Ça génial, mais ça peut faire partie vraiment du plan de discussion. Je pensais parce que pas là, que on enlève littéralement un véhicule sur la route. Donc, on enlève la pollution, on enlève quelqu'un qui est pressé puis qui vit du stress aussi. Non, mais c'est vrai, pareil, ça ruine la qualité de vie d'une personne d'avoir ça permet aux parents de rester à la maison pour les enfants. Exactement. Fait que
tout le monde est gagnant. Puis tout le dans monde cette se situation-là. plaint du fait qu'on ne dispose plus de temps, on n'a plus de temps pour nous, pour nos familles. Donc, ça vient à l'encontre peut-être Si on regarde juste de l'autre côté, de là, Sophie. en Europe, là, dans les Europes, là, Oui. ben, Dans- non, mais c'est des moyens qui ont été élaborés. Là. J'ai Oui. entendu parler de ça là, brièvement. Mais on peut s'inspirer aussi de nos voisins C'est génial. à cet effet. Oui. Ben, nos voisins qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Pas grave, c'est nos voisins quand pareils. même, oui. Et on partage quand même cette Nos voisins communauté de la de planète. valeurs qu'on partage effectivement. Dis-moi donc, Rarès, pour ce qui est de Laval, qu'est-ce qui nous touche directement? Et je te regardais parce que je sais que tu as été à l'événement. Ben, on avait vu quand même la prolongation de l'autoroute 19, donc ça va créer peut-être moins d'embûches sur le trafic dans la partie du Ça va centre. pas nuire, en tout cas. Il ça va devrait pas avoir peut-être plus de nuire. stations de métro à Laval. Est-ce que c'est discuté? Ou... Non, je ne pense pas Non? de tout cela. Quand même, le REM, donc, Oui. nous avons discuté, il va venir. Vous avez vu que, bon, on a une politique incitative accordée par la ville de Laval, soit un crédit d'impôt de 2 000 $ pour chaque voiture électrique que les consommateurs ils s'achètent. Il faut préciser parce qu'il faut être 100% électrique. C'est pas par C'est une pas hybride, là. Non, Non, c'est non, ça. Il y a un effectivement. petit montant si c'est. Tandis que le gouvernement du rechargeable, Québec accorde un crédit d'impôt, même si l'auto il est hybride, alors la ville de Laval va encore plus loin avec ce crédit de 2 000 €. 2 000 dollars, on parle. Oui, c'est le fun, 2 000 2 000 €, ça se prendrait bien aussi. Mais ça, c'est une Avec politique qui est unique au Québec. Là. Je pense Oui. que ça va peut-être créer une petite tendance. Là. Oui, On l'espère. Oui, je pense qu'on se dirige vers là. On Oui, se dirige. On doit encourager ça. En vers là. Ontario, les retours sont encore plus élevés pour les voitures électriques, alors on devrait peut-être copier leur modèle. Puis Ça étant me donné que quand même la cote du crédit du Québec pour le temps qui court est meilleure que celle d'Ontario, alors pourquoi pas pour faire un Et le gaz, c'est trop cher, ça n'a pas de bon sens, on doit faire quelque chose. Rarez, c'est toujours un plaisir. Merci Tout à fait. beaucoup, Au revoir, à la Rarez. prochaine. Aujourd'hui, Jessica, on parle d'un film tant attendu et moi, je l'attendais. l'attendais. Je Moi me aussi, je l'attendais. possédais plus. Je me possédais plus. C'était le temps qu'il sorte. Et d'ailleurs, il a battu tous les records. En fait, le record du film... le plus de recettes, Nicolas, tu vas m'aider. Nicolas, Je suis mêlée. Le plus de C'est recettes dit. au box-office en un week-end. C'est ça. On parle de 640 millions. Il a battu Fate of the Furious par pas loin de 100 millions de dollars. C'est quand même beaucoup. 640 millions, alors bon... Y a-tu un gros marketing autour de ça pour que ça batte des records comme ça ou c'est juste Avengers? Tout le monde attendait ça, Le tous les fans de super-héros. Le marketing On a a parlé commencé l'autre fois, en 2008 quand Marvel a commencé leur univers cinématographique parce qu'à un moment donné, surtout maintenant pour Avengers, il faut avoir vu pas mal tous les autres pour comprendre celui-là. C'est ce que tu as dit tantôt que tu Oh mon n'investirais Dieu! pas. Nicolas, 2 heures je et n'irai demie. pas investir 2 heures et demie de ma vie là-dedans et encore moins à regarder tous les précédents que je n'ai guère vus. Mais Parce que là, si- c'est beaucoup d'heures. là. C'est beaucoup d'heures. Mais c'est justement, si tu veux écouter celui-là, il faut écouter les autres. Sinon, Oh c'est comme mon commencer une télésérie avec la 10e émission. Ça se fait Tu vas rien comprendre. C'est là, fou tu sais. quand même que ça a battu tous les records, comme 640 millions. C'est énorme en un week-end. C'est Oui, et incroyable. Il y a une logique derrière ça. Explique-nous et ça. Marvel sont brillants là-dessus. Bon, tu prends chaque franchise qu'ils ont créée, Iron Man, Thor, Captain America, ben toutes ces franchises-là se ramassent dans le même film. logique. Donc, C'est l'apogée, mettons. c'est ça, c'est Ouais. ça. Ça Ah, fait que, oui. tu sais, c'est pour ça. Ils sont Et- brillants. C'est comme si tu fais une chorale avec Céline Dion, Mariah Carey, Christina Aguilera et Britney Spears. C'est ça. Ben Mais voilà. la différence, c'est que le Age of Ultron, le dernier Avengers, n'avait pas les gardiens de la galaxie. Il y avait des personnages qui sont apparus depuis ce temps-là. Et en plus, c'est le reboot de l'univers cinématographique de Marvel. Pourquoi un reboot? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient recommencer à zéro? Bien, plusieurs raisons à ça. Premièrement, je prends l'exemple de Indiana Jones. Harrison Ford va avoir pas loin de 80 ans et il y a un prochain Indiana Jones qui sort avec lui. Incroyable. Pourquoi est-ce que Harrison Ford, à 80 ans, il interprète encore Indiana Jones? Parce que dans la tête du public, Indiana Jones, C'est impossible. c'est Harrison Ford. Exact. Il faudrait pas que ça arrive pour les personnages de Marvel.
Donc, pour qu'ils perdurent dans le temps. Exactement, mais aussi est-ce que ça leur donne pas un pouvoir de négociation? Ben oui. Harrison Ford, je veux pas savoir comment il a été payé pour reprendre son rôle. Ça doit être incroyable. Oui, mais je suis sûr que Robert Downey Jr. pour Iron Man, il s'est encore fait plus payer que ça. Effectivement. Donc, si chacun de ces acteurs-là reste dans leur rôle, on ne pourra pas associer aucun autre acteur à ces personnages-là. Ils vont demander de plus en plus d'argent et à un moment donné, le public peut se lasser. C'est que Marvel ont tellement de personnages, ce qui va arriver, en tout cas ce qu'ils devraient faire, il y a plusieurs personnages qui vont mourir dans celui-ci et le prochain, Avengers qui sort l'année prochaine. Et je pense que le but, c'est d'amener des nouveaux personnages. Tu sais, admettons que... OK, faire la place aux nouveaux. Oui, parce qu'à un moment donné, Iron Man, tout le temps, si Iron Man serait là pendant, on va dire, 30 ans, à long terme, c'est pas si bon que ça. Mais si Iron Man, Captain America ou même Spider-Man, à un moment donné, bon, ben, et voilà, ils meurent. Ils meurent, ils s'en vont, ils changent de dimension, ils prennent leur retraite. On peut leur faire faire qu'est-ce qu'on veut, hein? C'est ce que j'ai compris là-dedans. C'est ça. Oui. Donc, aussi, on veut garder des acteurs jeunes, j'imagine, pour attirer un public jeune. Ça dépend des rôles. Je verrais pas Iron Man comme un adolescent. Non, admettons. Il y a une prestance, là, Iron Man. Moi, Mais je l'ai vu le film, mais je l'ai peut-être le bonhomme pas chez à nous, 80 ans. Il y a juste Harrison Ford qui peut faire ça. Là. Oui, parce que, tu sais, Indiana Jones a été... C'est Harrison Ford qui a créé un peu le personnage d'Indiana Jones. Tu sais, Iron Man existait bien avant Robert Downey Jr. Mais pour ce qui est de ce film-là, Avengers, moi, j'avais tellement hâte de le voir parce que moi, j'imaginais toutes sortes de choses. Je voulais être surpris. Les frères Russo, ceux qui ont fait ce film-là, ils ont fait aussi les deux derniers Captain America. Les autres, ce qu'ils disaient, c'est vous êtes surpris, il va y avoir des punchs, mais s'il vous plaît, dévoilez pas les punchs. Puis une partie du marketing, c'était basé sur ça, justement, pas dévoiler de punch. Un peu comme Psycho de Alfred Hitchcock, jadis. Mais disons qu'on est loin. T'étais pas né dans ce temps-là. Non, ça doit pas être le même genre de suspense, effectivement. Oui, parce qu'en gros, les punchs, Marvel a laissé plusieurs portes ouvertes dans plusieurs de leurs films. Donc, qu'est-ce qui va apparaître dans celui-là qui a un lien avec les autres films? Donc, c'est ça la question. Et l'autre question, c'est mais qui va mourir? On le sait que Chris Evans, qui fait Captain America, lui, a pas le goût de poursuivre avec Marvel. Donc... Oh non, le beau, il va mourir. On peut pas le dire. On dira pas certain. Je peux pas le dire, mais ça fait très longtemps. Ça fait assez longtemps, disons, que, tu sais, bon, on sait que son contrat se termine avec ces films-là et qu'il est prêt à passer à d'autres choses. Donc, s'il y a des personnages qui sont pour mourir, il y aurait une certaine logique que ce soit peut-être lui, encore une fois. Je dis pas du tout si c'est ça qui arrive. Peut-être que c'est un coup marketing aussi que la nouvelle a sorti pour nous amener sur une autre piste, ou peut-être que je suis trop créative avec ça. Ben, tu sais, tout le monde, je pense, même sur les théories sur le web, tout le monde était créatif, avait leurs théories. Et finalement, quand le film arrive, c'est quand même 2h30, le plus long de tous les films de Marvel. C'est épouvantable. Je pense que je préfère regarder Blade Runner. Puis, est-ce que t'es sur ta chaise comme ça? Apparemment que oui. Apparemment que c'est comme trop intense. Moi, non. Moi, j'ai tellement été déçu par ce film-là. Je fais partie de la minorité. OK. Mais c'est pas nécessairement ton genre, Nicolas? J'aime les films de Marvel. J'aime bien les films de Marvel, mais celui-là, je m'attendais à des punchs incroyables et j'ai tellement été déçu parce que, sans rien dévoiler, si on regarde tout ce que Marvel a annoncé bien avant que ce film-là sorte, Avengers, toutes les punchs sont dévoilées. Je peux pas en dire trop, mais on regarde toutes les annonces qui ont déjà été faites, mais ils ont déjà spoilé toutes leurs films. Je peux pas dire pourquoi, comment, tu sais, parce qu'ils ont fait d'autres annonces depuis la sortie du film, donc, tu sais... mais, par contre, la seule chose que je peux dire, c'est ça. C'est selon tout ce qu'ils ont annoncé, mettons, pour ceux qui savent de ce que c'est, il n'y a pas énormément de surprises. Et tu sais, en même temps, Marvel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que peu importe ce qui se passe dans ce film-là, ils ne vont pas tuer toute leur franchise. Ils ne vont pas faire un reboot de l'univers au grand complet. Ils vont garder ce qui marche, ils vont changer certaines choses. Et aussi, ce que les frères Russo ont dit, c'est que ce film-là, il y a un début et il y a une fin. C'est pas la première partie, comme en 2015, quand le titre est arrivé. C'était la première partie cette année, deuxième l'année prochaine. Ils ont dit non, c'est un film, un début, une fin, l'année prochaine, un autre film.
ça me fait beaucoup trop penser à une première partie de film, OK. celui-là, Oh, OK. que d'autres choses. Là. Tu sais, le cliffhanger de la fin, que tout le monde a été surpris avec le punch. Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais. Ah, donc c'est pas une fin, c'est pas fini. fermé. C'est pas il y a fermé, possibilité c'est de ça. faire Non, quelque chose après. absolument Donc, c'était juste pas. un truc marketing qui voulait rien dire. C'est ça, tu sais, si on y pense 2 secondes, oui, en effet, il y a quand même une certaine fin, mais tu sais, admettons que le film serait terminé comme ça, puis le prochain Avengers, il sortirait dans 4 ans. Je pense que les gens seraient un petit peu déçus parce qu'il n'y aurait pas vraiment de fin. Mais moi, de ce que j'ai lu beaucoup dans les critiques, c'est que c'est du début à la fin, là, c'était de l'action à pu finir et qu'ils n'avaient peut-être pas compris, les frères Rousseau, le concept de « less is more ». Moins, c'est plus. Oui, laisser respirer les oui, auditeurs. des fois, il faut respirer un peu. C'est que pour celui-là, il y en a qui ont dit justement pourquoi il n'y aurait pas eu 3 parties à la place, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'histoire dans celui-là. On veut juste faire des conclusions. On veut juste... Ça fait développer plein de points. Il n'y a même pas des nouveaux... Le nouveau point, c'est Thanos. Et Thanos, c'est un des meilleurs... Le gros bonhomme laid, là. Oui, c'est il ça. Il est très laid, il est mauve avec des yeux rouges, je l'ai vu, là. Il fait peur. Lui, pour moi, c'est le meilleur méchant de l'univers de Marvel. Et le film l'introduit, on le tease depuis 2012, qui va arriver bientôt. Et là, tout à coup, il est là et il est très bien développé, mais au niveau de son histoire, là, il y a peut-être 2 minutes, je dirais, dans tout le film qu'on donne pour son histoire, qui est tellement, tellement simple. Bon, ben, on va le laisser sur le suspense. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir fait l'élaboration de ta pensée. Un des films les plus chers de tous les temps, il y a intérêt à faire 640 millions et encore plus. Mettons 800 millions, 800 millions. On va voir si ça va rester encore. Je dis 1,6 milliard. 1,6 milliard, on va être correct, on va rentrer dans notre argent. Tout le monde est heureux. Allez voir ça, Infinity Wars, si ça vous intéresse, les films d'action. Merci, Nicolas. Merci. Ça me donne le sourire. Mais d'où est-ce que vous sortez? Finalement, Amélie t'a parlé. J'ai parlé. On a réussi à étirer les verres du nez. Tout de suite après l'émission, je retourne en silence et je vais aller voir Avengers au cinéma. Est-ce que vous me croyez? Viens-tu avec moi, Jessica? On y va ensemble, là, comme ça, oui, de même. tout à On y va fait. comme ça. Main dans la main. Et n'oubliez pas, le dimanche matin, c'est bingo! Ben, et NGO, 4 000 à gagner. Hey, ça ferait du bien. Et 3 000 la carte pleine. Alors, pour plus d'informations, consultez notre site web, tvrl.ca. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine.